Je suis Joanne Sonnard et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement. Aujourd'hui, à Samarche-Doc, l'arthrite, l'arthrose et leur lien avec notre environnement, l'agriculture urbaine pour cultiver de bonnes habitudes de vie et des jardins qui apaisent, aident et soignent au cœur de nos villes. Bienvenue à Samarche-Doc. Cette semaine à l'émission, il est question d'arthrite. En 2014, près de 5 millions de Canadiens ont reçu un diagnostic d'arthrite. Bien sûr, la maladie a des répercussions, des impacts sur la qualité de vie des gens qui en sont atteints, mais aussi ça a des répercussions sur l'économie canadienne. On parle annuellement de 33 milliards de dollars en soins de santé, mais aussi en perte de productivité. Quels sont les liens entre l'environnement et l'arthrite? J'en ai discuté avec le docteur Claude Blier. Bonjour, Dr. Blier. Oui, bonjour Isabelle. Aujourd'hui, on parle d'arthrite. Expliquez-moi en quoi consiste la maladie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus touchés dans la population? Oui, en fait, peut-être la première chose qui est importante à différencier, c'est faire la différence entre l'arthrite puis l'arthrose. Je pense que la première chose qui est importante, c'est de se souvenir que dès qu'il y a un « it » à la fin d'un mot, bien, dans le fond, ça sous-tend une inflammation. Si on pense, par exemple, à une tendinite, donc le « it » veut dire inflammation, donc l'inflammation des tendons. Donc, arthrite désigne une maladie inflammatoire, le « it », d'une articulation. Donc, c'est un grand groupe, l'arthrite, de maladies. En rhumatologie, on pense qu'il y a à peu près une centaine de sortes d'arthrite. Les mieux connues sont l'arthrite rhumatoïde, il y a le lupus, etc. Puis, de l'autre côté, il y a l'arthrose. L'arthrose, on voit qu'à la fin, il n'y a pas d'inflammation. Donc, c'est une maladie qui touche le cartilage. Le cartilage, c'est dans le fond, quand on prend une articulation, c'est l'union entre deux os. Si on prend un genou, on a le tibia, puis on a le fémur. Puis, à la surface de chaque articulation, il y a une substance qui s'appelle le cartilage. On pourrait l'expliquer un petit peu comme une substance gélatineuse, un peu comme un gelo qui est très, très solide pour absorber les coups. Donc, ce cartilage-là, c'est lui qui est atteint dans l'arthrose. Donc, c'est une dégénérescence évolutive qu'on voit plus là, lorsqu'on vieillit, de notre cartilage. Est-ce que, essentiellement, les effets, est-ce que c'est les mêmes autant de l'arthrite que de l'arthrose chez la personne? Oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire que pour le rhumatologue, la présentation première d'un problème d'arthrite ou d'arthrose, c'est la douleur. Donc, les patients, lorsqu'ils nous consultent, c'est parce qu'ils ont des douleurs articulaires, tant dans l'arthrite que dans l'arthrose. Dans l'arthrite, on va pouvoir voir arriver d'autres manifestations qui peuvent être des manifestations au niveau de la peau, cutanée, au niveau pulmonaire, etc. Alors que dans l'arthrose, on n'a pas ces autres manifestations-là. Ça touche uniquement les articulations. Est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie-là? Bien, en fait, on pourrait les séparer en deux grands types d'arthrose. On pourrait parler de l'arthrose primaire. On pense que c'est probablement plus génétique. Ça touche souvent la femme autour de la ménopause. On pense qu'il y a un petit gène qui se promène dans la famille, dans le fond. Alors, on peut demander, puis ça touche malheureusement plus la femme que l'homme, dans l'arthrose primaire. Okay. Donc, souvent, on va retrouver chez la mère, chez une tante, puis ça va toucher certaines articulations dont les plus fréquentes vont être ce qu'on appelle les interphalangiennes proximales, celles-ci, puis les distales. Mais on peut en retrouver partout. Alors ça, c'est la primaire. On se dit, il y a un petit gène qui ne fonctionne pas très, très, très bien. Alors ça, c'est la première. Le deuxième type d'arthrose, c'est l'arthrose secondaire. Donc, souvent, ça va être secondaire à quelque chose. Parmi ce quelque chose-là, il y a le surplus de poids, les gens qui ont un problème d'obésité. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on va mettre sur le petit cartilage dont j'ai parlé au début, un surpoids. Alors, vous comprenez que si c'est déjà là, si on met une capacité ou bien un poids plus important d'un côté ou de l'autre ou sur une articulation qui est très sollicitée, on va l'user plus rapidement.
Donc, les patients qui ont un surpoids vont avoir plus d'arthrose, par exemple, au niveau des genoux, des articulations portantes et des hanches. On parle aussi souvent de la base du dos, les problèmes lombaires. Okay. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, des fois, il peut y avoir eu des traumatismes. Les sportifs, les gens qui ont eu des problèmes méniscaux, les problèmes qui ont eu des fractures, par exemple, fracture d'une cheville en bas âge, ou est-ce que l'articulation est un peu moins formée qu'elle devait l'être avant le traumatisme. Alors là, on va avoir une instabilité au niveau de l'articulation, puis comme les forces vont être un peu différentes, là, on va pouvoir détériorer notre cartilage plus rapidement. Le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est quand les chirurgiens faisaient des méniscectomies. On enlevait un coin du ménisque dans un genou. Ça débalançait un peu les forces dans le genou, puis on sait que ces patients-là, 10, 15 ans après la chirurgie, pouvaient développer une arthrose du genou. Marcher, bouger, ça améliore grandement votre condition physique. Et les gens qui souffrent d'arthrite n'échappent pas à cette règle. Et contrairement à une idée reçue, l'activité physique est vraiment votre allié si vous souffrez de la maladie. Surprenamment, on a tendance à penser que l'activité physique pourrait d'abord nous nuire, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Non, effectivement. Dans le fond, en arthrose, il y a une question de dosage de l'activité physique. Il faut savoir que chez les gens qui ont une arthrose légère à modérée, le fait de renforcer l'articulation, les muscles autour de l'articulation vont stabiliser l'articulation. Alors, je pense que c'est très bon. Puis, selon la dose, je vais donner un exemple. Par exemple, les gens qui ont une arthrose du genou, légère, modérée, c'est pas tout le temps facile de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de faire notre activité physique, puis comment en faire. Donc, alors, ce que je suggère, moi, c'est que si les gens ont une arthrose du genou, ont des douleurs, c'est d'essayer d'évaluer leur douleur avant l'activité physique. Par exemple, on donne souvent une échelle entre 0 et 10, où 0, c'est aucune douleur, puis 10, bien, c'est la pire douleur qu'on peut penser. Souvent, je dis, bien, se faire arracher un bras à froid, là, c'est très, très douloureux. Alors, on essaie d'établir, pour nous, la douleur est à combien de base. Donc, si on dit à 3 sur 10, si on va faire une activité physique, je vais donner un exemple, 1 heure de marche, puis on revient après cette activité physique-là, puis notre douleur est augmentée de plus d'1 heure après l'activité physique. Par exemple, on a établi que notre douleur était à 2 sur 10, puis en revenant, bien, notre genou fait mal à 5, 6, 7 sur 10 pendant 2 heures. À ce moment-là, notre corps nous parle puis nous dit « Oh, j'en ai peut-être un peu trop fait. » Le truc à ce moment-là, c'est de fractionner son activité. Au lieu de dire « Bon, bien, j'en ai marché 2 heures parce que la dernière fois, ça m'a fait mal, bien, je vais marcher 2 fois 2 heures. » Alors ça, c'est un premier truc qu'on peut donner pour continuer. Parce que le corollaire de ça, si on ne fait pas d'activité physique quand on fait de l'arthrose, bien, il y a le risque d'ankylose. Alors, donc, il faut tout le temps doser. L'autre chose, c'est que les sports aquatiques peuvent nous aider. Le fait de ne pas mettre de poids sur une articulation qui est souffrante. On va dans l'eau, on perd notre poids, on n'a plus les forces puis, qui viennent soutenir puis stresser l'articulation. Donc, ça, on peut en faire tant qu'on veut. Tout ce qui est aquagym, aquaforme, natation, que ce soit des longueurs, vont renforcer l'articulation, la musculature autour de l'articulation, puis vont aider le patient lorsqu'il va commencer à prendre ses activités normalement. Mais souvent, malheureusement, l'arthrose va toucher les personnes âgées. On va améliorer aussi l'équilibre, qui est une cause de chute fréquente, donc c'est un deuxième bénéfice. Puis, en essayant de maintenir aussi le poids santé qui va décharger les articulations. Alors, il n'y a que du bon à pouvoir faire de l'activité physique en respectant un peu les consignes que j'ai données tantôt. Donc, vous parliez de personnes âgées. Est-ce que l'environnement autour est important? C'est-à-dire, est-ce que l'environnement a un rôle à jouer dans justement cet exercice-là? Oui, tout à fait. En fait, on sait bien que nos personnes âgées sont sédentaires, puis si on ne leur offre pas la possibilité à proximité d'où est-ce qu'ils demeurent, d'aller marcher, d'aller faire de l'activité physique, ils n'en feront pas. Or, s'il faut qu'ils prennent leur voiture, s'il faut qu'ils prennent les transports en commun, etc., ils n'en feront pas. Donc, le premier pas, c'est de se lever de son fauteuil puis de sortir. Si on a à proximité de la maison des infrastructures qui nous aident, qu'on ait des trottoirs, qu'on ait des endroits où est-ce qu'on peut aller marcher, où est-ce qu'on peut aller faire, ça peut être un 10, 15, une demi-heure de marche, là, ça va améliorer. Donc, tout ce qui est infrastructure, parc, trottoir, près de notre habitation va aider nos patients à faire ce premier pas-là qui est si important. Raison de plus pour déneiger nos structures. Merci. Tout à fait. Merci, Dr. Villiers. Ça me fait plaisir. Merci.
Ma question à moi, docteur, c'est, vous dites qu'il faut marcher chaque jour pour protéger ses genoux, mais j'aimerais savoir c'est combien de temps par jour il faut marcher? En fait, c'est une bonne question. Lorsque quelqu'un qui fait de l'arthrose veut recommencer à faire de l'activité physique, je pense qu'au début, c'est de se donner des objectifs qui sont honnêtes et réalisables. On va tranquillement, pas vite, augmenter le nombre de minutes ou le nombre de pas. Mais souvent, je vais dire à mes patients, déjà, si on peut commencer par faire un 20, 30 minutes, 3 fois par semaine, on peut commencer graduellement. Ça peut être 2 fois par semaine. Puis au fur et à mesure qu'on fait 1, 2, 3 semaines, on va s'amener à augmenter et la fréquence et la durée de marche pour éventuellement, quand ça va bien, quand on ressent le bénéfice, non seulement au niveau de nos articulations, mais au niveau de notre bien-être personnel, à amener vers un 150 minutes total par semaine, qui serait excellent. Alors, effectivement, première chose, c'est tout le temps la même chose, y aller graduellement, faire le premier pas qui est de sortir de son fauteuil, deuxième pas, sortir de la maison, puis idéalement, si on peut avoir des infrastructures à côté de la maison, avoir des trottoirs, des parcs, des trottoirs déneigés, des structures qui vont nous encourager à faire de l'activité physique, c'est là que tout le monde va sortir gagnant, puis on va diminuer les soins à apporter aux gens qui font de l'arthrose parce qu'ils vont avoir un meilleur bénéfice au niveau de leur santé générale. L'arrivée du printemps, ça signifie aussi préparer son potager et être actif. Et ça, quand on souffre d'arthrite, c'est très important. Mais cultiver la terre en ville, ça amène aussi son lot de bienfaits pour l'ensemble de la communauté. Vincent Galarneau de chez Vivre en Ville nous explique pourquoi. Bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Expliquez-moi, on entend de plus en plus parler d'agriculture urbaine depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine? C'est beaucoup plus que les jardins communautaires. En effet, l'agriculture urbaine est plus populaire que jamais. C'est sûr que la forme la plus connue, c'est les jardins communautaires, mais il faut comprendre que l'agriculture et la ville se sont toujours suivis dans l'histoire. Mais avec la modernisation des transports, l'industrialisation, vous comprendrez que l'agriculture a perdu de plus en plus de terrain et le citoyen s'est retrouvé, en quelque sorte, avec bien peu d'espace pour cultiver ses aliments. Alors, à partir des années 70, il y a un mouvement pour réclamer un peu justement des espaces pour cultiver, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme les jardins communautaires. Mais un peu plus tard, dans les années 90, on a vu apparaître des jardins collectifs, davantage destinés à lutter contre l'insécurité alimentaire, à faire l'éducation, l'environnement également. Mais aujourd'hui, l'agriculture urbaine se diversifie. On voit aujourd'hui des fermes urbaines, des aménagements comestibles. Donc oui, c'est beaucoup plus que les jardins communautaires. C'est un mouvement social, en fait, de réappropriation de l'espace urbain par les citoyens, qu'on voit un peu partout dans le monde. Puis aussi la fonction qui est très intéressante, parce que oui, ça peut être un loisir, mais aussi c'est toute la capacité d'avoir de la façon de se nourrir. En fait, c'est un accès à de la nourriture. Oui, bien justement, le mouvement est en train de passer de l'agriculture urbaine aux villes nourricières, si vous voulez. Donc, de plus en plus, on va tenter de réfléchir à l'approvisionnement de nos villes, de nos villages, parce que ce n'est pas seulement les grandes villes, pour tenter de comprendre justement d'où viennent nos aliments, comment ils sont produits. Et donc, c'est tout ce questionnement-là, dans le but notamment de s'assurer que tout le monde a accès à une alimentation de qualité à longueur d'année. Donc, c'est un questionnement qui dépasse la simple production, mais également la distribution des aliments, leur consommation et même la gestion des matières résiduelles. Donc, on est dans une réflexion de plus en plus vaste autour justement des villes et des villages nourriciers. J'imagine aussi que ce questionnement-là va aussi dans les municipalités. C'est-à-dire que maintenant, en 2018, c'est pas rendu un incontournable, par exemple, de mettre de l'agriculture urbaine dans l'aménagement de la ville, dans la gestion de l'aménagement du territoire. Eh bien, de plus en plus. C'est vrai que l'agriculture urbaine a été un petit peu boudée, je vous dirais, historiquement. C'était un peu un truc marginal. Il y a même encore une dizaine d'années, on en parlait très peu. Aujourd'hui, c'est devenu une demande citoyenne. Donc, c'est sûr que les municipalités, les villes doivent porter attention à ça. Et de plus en plus, on voit que ça transparaît à travers même la planification du territoire. On voit des politiques de villes nourricières, notamment. On voit des plans d'action en agriculture urbaine. On commence à voir aussi des plans d'urbanisme qui vont adresser certains enjeux liés à l'agriculture urbaine pour tenter justement d'y faire une place, puisqu'elle n'apparaissait pas historiquement dans la façon de penser la ville. Aujourd'hui, on prend cette
si vous voulez, cette lentille-là de l'alimentation ou de l'agriculture pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accès aux aliments notamment. Et ça, c'est un enjeu qui préoccupe de plus en plus nos élus aussi. Et il y a de plus en plus d'organismes, peut-être d'entreprises privées aussi, qui vont vers des initiatives de ce niveau-là. Est-ce que je me trompe ou... Non, vous avez tout à fait raison. Et puis c'est vrai qu'à Québec, il y a beaucoup d'organismes aussi qui sont impliqués, qu'on pense aux urbainculteurs, à Crac-Bitume, et plein d'autres qui sont réunis sous le réseau d'agriculture urbaine de Québec et qui, graduellement, effectivement, auxquels adhèrent finalement des entreprises, des institutions de plus en plus. Et un autre facteur aussi qui a beaucoup favorisé le développement de l'agriculture urbaine, c'est qu'à un moment donné, la littérature scientifique est implacable. Elle le démontre, les bénéfices sont nombreux, tant au plan social, environnemental, la création de liens dans les quartiers, même un sentiment de sécurité dans les quartiers. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de s'en remettre aux évidences aussi et de se dire, bon, bien écoutez, il faut intégrer ça dans notre vision de développement. Avez-vous quelques exemples de projets qui sont innovateurs, intéressants? Ah bien, écoutez, les projets abondent. On verra au fil du temps lesquels perdurent aussi. Mais c'est difficile de suivre le fil, je vous dirais, aujourd'hui. Il y en a tellement, mais des exemples qui me viennent en tête, c'est pas uniquement à Montréal ou à Québec, dans les grandes villes. Dans des villes de taille moyenne, comme Trois-Rivières ou Victoriaville, on voit des tonnes d'aménagements comestibles un peu partout dans les villes. La ville de Saint-Bruno s'est dotée justement d'une politique de ville nourricière. Elle a dédié 43 hectares adjacents au périmètre d'urbanisation pour des projets d'agriculture urbaine. Comme je vous dis, après, il faudra voir un peu lesquels ont la capacité de persister dans le temps, lesquels susciteront une réelle mobilisation et lesquels pourront réellement nourrir la population, parce que je pense qu'au-delà de l'aspect un peu esthétique ou cosmétique, des fois, de l'agriculture urbaine, je pense qu'il ne faut pas se faire avoir non plus par de l'éco-blanchiment, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un jardin communautaire remplacera jamais une grande terre agricole fertile. Par contre, si on a une vision à long terme, bien planifiée, je pense que ça peut contribuer largement au développement durable de nos villes. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Vincent Gallandon. Ça fait plaisir. Moi, je m'intéresse un peu au dossier des terres des Sœurs de la Charité, puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ces terres-là. Est-ce qu'on devrait les développer? Ça, c'est une grande question, une question importante pour l'aménagement du territoire dans la région de Québec. D'une part, bien, vous savez, ces terres-là sont toujours protégées par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. D'autre part, si un jour on a besoin de ces terres-là pour se développer, ce qui, selon nous, n'est pas le cas encore aujourd'hui, j'espère qu'on sera assez brillant pour y développer un projet qui permette de nourrir la population le plus sainement possible et le plus durablement possible. On vient de le voir, l'agriculture urbaine amène son lot de bienfaits sur la société. Mais il existe des types de jardins qui vont beaucoup plus loin dans les bénéfices qu'ils apportent sur la santé. Il y a des jardins qui apaisent, des jardins qui soignent et des jardins qui aident. J'ai rencontré pour en discuter Yoann Giraud des Urbainculteurs. Bonjour, M. Giraud. Bonjour. Expliquez-moi d'abord les urbainculteurs. Qu'est-ce que vous êtes et ce que vous faites? Alors, les urbainculteurs, on est assez fiers et on se sent assez privilégiés d'être un organisme d'économie sociale qui est très inspirant et dynamique. En fait, on est un peu un organisme hors norme parce qu'on fait de l'agriculture urbaine déjà depuis une dizaine d'années. Il y a peu d'organismes comme nous. Et en fait, nos activités se détaillent principalement en 3 volets. Donc, c'est l'aménagement de potagers en ville. C'est la sensibilisation à travers des formations, des conférences, du service conseil. Et c'est aussi l'offre de produits de jardinage, comme ici dans notre boutique ou sur notre boutique en ligne. Parlez-moi des exemples, parce qu'il n'y a rien de mieux que des exemples pour comprendre vraiment ce que vous faites. Vous en avez quelques exemples qui ont permis à des gens de rester actifs, par exemple des personnes âgées de rester actifs, des projets aussi qui tissent des liens entre les gens de la communauté. Parlez-moi, par exemple, tu parlais du projet de Cardinal Vachon, de la résidence Cardinal Vachon. Alors oui, ça c'était un excellent exemple. C'est un projet qu'on a fait l'année dernière, donc en collaboration avec cette résidence. La situation était que
le potager existant était en pleine terre. C'était un grand potager, mais qui était abandonné des résidents, étant donné qu'il fallait se pencher pour cultiver, et on ne pouvait pas accéder avec des marchettes, etc. Avec la population vieillissante de la résidence, ce potager était donc voué un peu à disparaître. Alors la direction s'est dit, bon, ben, on va faire appel aux urbainculteurs pour essayer de voir comment on va pouvoir réhabiliter ce potager et faire en sorte qu'il soit de nouveau utilisé par la population. Alors, ce qu'on a proposé, en fait, c'est tout simplement des bacs surélevés. Donc, il y a une douzaine de grands bacs surélevés qui ont été installés avec des allées carrossables qui permettent aux gens de venir avec leurs marchettes. On a également installé des petits fruits, donc les gens peuvent venir se servir et vont pouvoir se servir aussi les années suivantes, puisque évidemment, c'est des plantes qui vont rester là. Ouais. Ici, à la résidence Cardinal-Vachon, on croit beaucoup à ce projet de jardin parce que c'est rassembleur. Ça permet d'abord aux jardiniers de se revoir entre eux autres. C'est un social, c'est occupationnel, donc pour des gens, ça devient un loisir qu'ils peuvent faire à leur rythme, à leur façon aussi. Ils sont fiers parce qu'ils ont quelque chose à s'occuper. Ils sont fiers de nous montrer le résultat aussi de leur récolte de cette année. Ça a de multiples bienfaits là, pour nos résidents. Mon mari était plus capable de rien faire en se penchant. Mais là, cette année, c'est lui qui a planté puis qui a semé. Il était tout content de le faire. Ça faisait des années qu'il ne l'avait pas fait. Ça nous garde en forme. Ça nous fait prendre l'air plus. Ça nous fait faire de l'exercice en même temps. C'est des petites choses en bout de ligne, mais qui ont fait une différence énorme dans la vie de certaines personnes qui habitent à la résidence. Ah, tout à fait. Ça a été incroyable, cette expérience-là, parce que les résidents, au début, venaient voir qu'est-ce qu'on faisait. On installait des bacs et tout ça, et ils étaient curieux. Et puis, au fur et à mesure qu'on a mis la terre dedans, qu'on les a installés, les gens, finalement, se sont très rapidement réappropriés le jardin. Et il y en a certains qui nous ont dit, nous, c'est notre raison pour sortir de notre chambre, c'est parce qu'il y a un potager. On est vraiment content qu'ils aient mis des bacs. Ça nous donne une activité physique, ça nous permet de jaser aussi avec les autres résidents. Donc, il y en a que c'est leur activité de couple là, dans la résidence. Donc, c'est vraiment sympathique. Et je pense que ça a vraiment un effet thérapeutique intéressant pour ces gens-là. Ça, c'est quelque chose de beau que toutes les résidences de personnes âgées devraient avoir. Parce que ça, on se retrouve comme si on était... c'est comme le créateur, hein? On devient comme des petits créateurs dans nos jardins. On met des petites semences ridicules, là, tout petites, là, qui ne veulent rien dire, puis ils sortent des affaires extraordinaires. Hein? On peut apaiser, on peut soulager des gens par les jardins. Expliquez-moi. Alors, en fait, les jardins thérapeutiques, c'est ce qui est développé à travers ce qu'on appelle l'hortithérapie. C'est toute une discipline du domaine de la santé qui est en émergence, qui se développe un peu plus dans certains pays, comme l'Angleterre, par exemple, depuis un certain temps. Mais au Québec, ça s'en vient aussi depuis quelques années. Et donc, en fait, ça consiste à créer des jardins qui soignent, tout simplement, les gens qui côtoient le jardin. Alors, quand on parle d'hortithérapie, on peut parler vraiment d'un domaine spécialisé où on va faire vraiment un plan d'intervention et on va concevoir le jardin et le réaliser en fonction de la personne, de la population qu'on veut soigner, c'est ça, des besoins. Donc, par exemple, on ne va pas faire le même jardin pour des gens qui ont un trouble de l'autisme versus des gens qui sont à mobilité réduite ou d'autres problèmes de santé, là. Mais par contre, des jardins thérapeutiques peuvent se décliner de différentes façons, de différentes formes. Et en fait, on peut considérer que tout jardin a un effet thérapeutique, en fin de compte. C'est ça qui est la beauté de la chose, finalement. C'est ça qu'on se rend compte, nous, sur le terrain. C'est que dans tous nos projets, c'est quelque chose qui revient tout le temps, que ce soit au niveau soit de la cohésion sociale. Là, les gens, ils refréquentent ces coins-là. Ça leur donne un îlot de verdure qui est pour eux comme une bouffée d'oxygène. Ça leur permet de faire un peu d'exercice physique. Donc, les bienfaits sont multiples, en fait. Ouais. Vous avez un autre exemple aussi qui est très intéressant et éloquent, celui du Grand Théâtre de Québec, qui permet à des gens de sortir aussi et d'avoir leur petit coin de verdure. Expliquez-moi. Oui, ça, c'est vraiment un très beau projet qu'on a réalisé déjà depuis plusieurs années avec le Grand Théâtre, qu'on considère vraiment comme un partenaire dans notre développement. En fait, le Grand Théâtre, ils ont une cour bétonnée, qui est une espèce de trou en béton, qui est un vrai îlot de chaleur là, au niveau architectural. Donc, ce que le Grand Théâtre a décidé de faire avec nous, c'est de verdir cet espace-là et d'en faire un jardin collectif, finalement, mais dans l'objectif de redonner à la communauté.
Donc, on a créé un partenariat avec les loisirs Montcalm. Donc là, il y a un certain nombre de bénévoles qui viennent 2 fois par semaine, qui sont coachés par des urbainculteurs pour entretenir le jardin tout au long de la saison. Et on a un autre partenaire qui est la Saint-Vincent-de-Paul, qui récupère les légumes pour donner à plus de 150 familles à chaque année, là. Donc, c'est vraiment un partenariat à 4 organismes comme ça qui est bénéfique à plusieurs égards. Donc, parce que les bénévoles, eux, bien, ça leur crée une activité d'équipe. Ils sont très contents, ils vous l'ont dit d'ailleurs. Ah oui, c'est toutes des retraités, elles sont super contentes de venir. Puis nous, aux urbainculteurs, on aime bien leur faire des expériences. On les laisse quand même essayer des choses. Et donc, elles se passionnent pour le jardinage à travers cette activité-là. Et aussi, elle développe un sentiment d'appartenance avec ce jardin. Et pour elle, c'est super important que les récoltes soient données à un organisme. Pour elle, à la limite, elles y tiennent plus que si c'était leur propre jardin. C'est ça qui est super beau. Ah oui, c'est vraiment... Et donc, voilà, c'était vraiment la visée du Grand Théâtre aussi, là, de redonner à la communauté à travers un jardin comme ça. Donc ça, c'est vraiment des projets qui font du sens pour nous, là. Pour l'équipe des urbainculteurs, c'est des projets extraordinaires. On est bien contents, mais prenez soin de vous quand même un peu. Oui, tout à fait. Vous avez un beau milieu de travail quand même. Ah oui, non, pour nous, c'est super important. Aux urbainculteurs, ça fait plusieurs années que les gens reviennent à chaque année. Nos horticulteurs sont des passionnés. On a une très belle équipe. Et moi, en tant que directeur général, je peux vous dire que le bonheur au travail, là, c'est super important. Là, donc, ça reste une priorité. Merci beaucoup, M. Giroux. Merci. Bienvenue. On le voit à chaque semaine à l'émission, l'aménagement de nos villes a une influence sur nos habitudes de vie. Des environnements propices à la marche, au vélo, des endroits comme des jardins communautaires ont non seulement un impact chez les gens qui souffrent d'arthrite, mais aussi chez la population en général. En terminant, Dr. Blier, en fait, ce qu'il faut retenir de l'émission cette semaine, c'est qu'il faut saisir toutes les opportunités qu'on a pour être actif. Effectivement, je profiterai du dernier reportage sur l'agriculture urbaine pour encourager les gens à aller faire un peu de jardinage. Dans le fond, quand on fait du jardinage, on fait bouger nos mains, ce qui est excellent, nos coudes, nos épaules, puis aussi les genoux. Alors, je pense que c'est une excellente façon là, de bouger là, proche de notre milieu. Merci, Dr. Blier. Ça me fait plaisir, Isabelle. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'émission pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.